Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter le module ID, donc qui permet l'envoi des factures clients. Et à cette occasion, je vous montrerai également comment cela se déroulera demain avec la facture électronique, afin de vous donner une meilleure visibilité sur le processus. Et je vais commencer par profiter de cela pour vous rappeler le calendrier de la réforme, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc effectivement, il faut savoir que demain, parce que demain c'est bientôt, 1er septembre 2026, toutes les entreprises auront l'obligation de faire la mise en œuvre progressive selon la taille, effectivement, de la facture électronique. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'à partir du 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les ETI devront se mettre en marche, enfin devront être, devront pouvoir. Je vais y arriver, je reprends. Je suis désolée. Donc à partir du 1er septembre 2026, la facturation électronique devra être obligatoire pour toutes les entreprises en France, selon une mise en œuvre progressive selon la taille. Donc petites et moyennes entreprises à partir de 2027 et 2026, les grandes entreprises. Cependant, dès le 1er septembre 2026, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. Et concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, pour être en conformité, les entreprises devront utiliser des formats de facturation électronique reconnus, tels que le FactureX, l'UBL, le C2I, l'Edifact, etc. Et en gros, ça veut dire qu'effectivement, les factures devront être en mesure de gérer les formats, les formats XML pour la plupart. Et donc, pourquoi anticiper cette transition? Déjà pour optimiser vos processus, parce que la facture électronique permet de simplifier et de sécuriser les échanges. Conformité réglementaire, se préparer maintenant assure une transition en douceur et évite les risques de non-conformité. Et pour moi, le point le plus important, c'est la gestion du temps. Parce qu'effectivement, cette transition vers la facture électronique va impliquer une révision approfondie de vos référentiels, qu'elles soient clients, fournisseurs, d'examiner en détail vos cas d'usage et de cartographier des flux liés à la TVA. Et donc tout ça, il faudrait effectivement l'anticiper pour que vos équipes puissent étaler ces tâches de mise à jour sur une période plus longue, évitant ainsi le surcharge de travail à l'approche de l'échéance de 2026. Cette préparation proactive garantit que le moment venu, votre entreprise sera déjà en conformité, ne nécessitant que des ajustements mineurs. Ces travaux devront être faits donc en amont par les entreprises avec l'aide soit de votre service juridique, soit des cabinets de conseil, parce qu'effectivement, les éditeurs et les intégrateurs ne pourront pas répondre à ces sujets spécifiques à chacun, mais vous aider dans l'intégration de la solution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous vous conseillons d'ores et déjà d'implémenter le modèle ID afin de réaliser vos tests tout en menant vos travaux en parallèle, car les deux process sont complémentaires. Ainsi, vous serez prêt le jour J pour cette transition en douceur. Et donc ici, effectivement, je vais pouvoir vous faire une démo du module ID. Et donc, en fait, ici, vous voyez le flux complet qui permet de piloter et diffuser vos factures clients. Donc, comment ça se passe? Effectivement, l'ERP envoie les factures à Esquire. Celui-ci les découpe et extrait vos factures. Donc, pour ceux qui ont le module AP, c'est exactement pareil. Si besoin, il y a une étape effectivement de validation des factures. Donc, en effet, c'est ce que nous verrons lors de la démo, donc qui peut se faire ou pas, suivant des paramétrages. Et ensuite, effectivement, diffusion vers tous les médias, donc que ce soit courrier, email, portail web, EDI. Aujourd'hui, c'est ce qu'Esquire sait faire. L'archivage légal, bien entendu. La collaboration avec vos clients, donc effectivement vos clients via le portail web qui est activable ou non par vos clients et donc qui permet une fluidité des échanges. Donc la diffusion des factures via tout média. Donc comme je l'expliquais, effectivement, si le client choisit le courrier postal aujourd'hui comme mode de livraison, Esquire va archiver les documents puis les envoyer au site de production le plus proche où les documents seront
imprimé, plié, mis sous enveloppe et infranchi. Ensuite, il peut aussi choisir le mode de livraison email ou portail web. Donc, s'il choisit l'email, c'est comme à aujourd'hui, hein, l'email est envoyé avec la pièce jointe en PDF de la facture. Sinon, si c'est via le portail web, il reçoit un mail avec un lien de connexion et il est envoyé sur son portail où il peut récupérer sa facture. Et l'EDI, bien entendu, si cette méthode est choisie, le client recevra sa facture grâce à l'interopérabilité avec d'autres systèmes. Et je me permets, Patricia, de compléter ici. Quand on parle de PDF envoyé par email, ce mode-là, dans le cadre des réformes de la facturation électronique, ne seront plus admissibles. Un PDF envoyé par email, ce n'est pas une facture électronique. Il faut vraiment être dans le dernier tiers de l'écran, en bas, pour pouvoir parler vraiment d'une transmission électronique d'une facture. L'EDI au sens large, hein, c'est vraiment le flux électronique. Et cette transition, c'est ce que disait Patricia tout à l'heure, c'est grâce à ce genre d'outils que vous allez pouvoir vous assurer d'une transition en douceur et de passer d'une méthode à l'autre, client par client, au fur et à mesure des réformes. Et je dis bien des réformes, parce que vous voyez ici apparaître la notion de pays. Patricia va y revenir. La France, c'est un cas, ce n'est pas le seul. Loin s'en faut. Et j'imagine aussi, du coup, que le courrier, à terme, va disparaître aussi, ou pas? Le courrier reste une façon d'envoyer, je dirais, une facture. Tout dépendra effectivement de la législation qui sera en vigueur dans le pays de destination du client. Très bien. Mais effectivement, la transition, elle va naturellement vers plus, c'est ce qu'on voit d'ailleurs en haut Bien sûr. à gauche, hein, plus de facturation électronique pour avoir le moins d'échanges papier possible ou le moins d'échanges par email possible, puisque ça aussi, ça va gentiment tendre à disparaître au fur et à mesure des réformes. Complètement. Et donc, du coup, effectivement, ce qui nous arrive à dire qu'aujourd'hui, Esquire sait gérer tous ces formats, donc multiformat. Il sait communiquer avec les autres plateformes. Et donc, quand on sera en démo, je vous montrerai effectivement quelle plateforme aujourd'hui Esquire sait faire. Et une meilleure visibilité de la facturation électronique. Donc, effectivement, parce qu'il est membre de l'ESPA, ce qui permet une interopérabilité entre tous les fournisseurs qui sont membres, Basware, CGDIM, Sage, etc. Et donc, comme disait Eric, les factures électroniques sont traitées en conformité avec toutes les réglementations internationales, donc signature électronique, EDI, piste d'audit fiable, archivage électronique, donc respect de la réglementation, donc dans plus de 60 pays. Je vous montrerai la slide d'après. Conformité B2G et la signature électronique. C'est bon pour toi, Eric, ou tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, non, c'est bien cela, effectivement. Si je pourrais compléter en disant que la mise en œuvre de certaines normes gouvernementales, quand vous émettez des factures, certains d'entre vous émettent déjà des factures aux différents gouvernements, donc dans le cadre de marchés publics, par exemple, ça a été la base de la réforme de la facturation électronique. Hein, c'est le cas, on y reviendra avec Chorus Pro en France, par exemple. Donc c'est déjà aujourd'hui une existence, ça a déjà une réalité au sein de notre application, et ceci depuis 2017, si je reviens à Chorus Pro, pour les missions auprès des différents hôpitaux ou collectivités de vos factures. Et donc aussi les 63 pays supportés aujourd'hui par Escar. Donc on voit qu'il y en a tout un panel. Hein. Et du coup, Donc là, je me permets ici. Donc, certains pays aujourd'hui sont couverts dans le cadre d'une facturation électronique parce que les réformes sont déjà actées. Je vais prendre la Roumanie, je vais prendre Kuala Lumpur, enfin, pour les plus récentes. Et d'autres sont encore sur des modes mixtes en attendant que les réformes aient lieu. C'est le cas de la France, c'est le cas de la Belgique, c'est progressivement le cas de l'Allemagne, typiquement, qui a commencé en 2025 avec on va dire, un mode d'adoption à la demande, les candidats pouvant le faire et les autres pouvant attendre. Mais voilà, progressivement, l'intégralité de ces pays qui aujourd'hui acceptent ou acceptaient
des emails avec une signature électronique, eh bien, passe dans un flux complet de facturation électronique. C'est bien là les démarches ou les réformes qui sont en marche. Oui, je disais Kuala Lumpur, je parlais de la Malaisie. Très bien. Et donc, du coup, ce qui nous amène à la démo. Donc, hop, je vais partager mon écran sur le module ID. Tac. Hop. Alors ici, je suis connectée en tant qu'Elise, qui est ADV, et j'arrive sur mon tableau de bord administration des ventes. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'effectivement, j'ai plusieurs compteurs. Donc je peux voir que les 6 derniers mois, j'ai 445 factures qui ont été envoyées, 49 par EDI, 14 000 sur le portail client, etc. Je vois qu'effectivement, j'ai des factures en attente d'action, c'est-à-dire que ces factures-là n'ont pas pu être envoyées automatiquement et attendent une action manuelle pour X ou Y raison, qu'on verra plus tard. J'ai plusieurs graphiques qui peuvent être customisables, c'est des KPI. On voit ici effectivement l'adoption de la facture électronique par soit EDI, fax, courrier, email, etc. Facture par pays, qui peut être aussi intéressant. Et les principales causes de non-remise. Donc tout ça, c'est modifiable, customisable au niveau des tableaux de bord. Et donc moi, ce qui va m'intéresser, effectivement, c'est ces 445 factures qui ont été envoyées directement d'Esquerre. J'arrive sur mes factures remises et je vois qu'effectivement, ici, le système de transmission, déjà, on voit qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de PayPal, Basware. C'est des systèmes qui sont opérationnels aujourd'hui, donc dans différents pays. Soit différents pays, je me permets de compléter, quand on voit certains noms de collègues, on va dire, sur le marché, là, en l'occurrence, il s'agit de portails fournisseurs, donc on s'adresse là à des systèmes qui, comme Esker, disposent de solutions factures fournisseurs et qui ont mis à disposition de leurs clients des portails, et là, on s'adresse directement à ces portails-là. Donc là, on voit vraiment le panel de toutes les possibilités. Je te laisse continuer, Patricia, à les dérouler, à les présenter. Mais voilà, on a à la fois de la facturation électronique au sens propre, mais également de l'adressage classique ou de l'adressage vers des portails. Tout à fait. Et effectivement, si tout se passe bien, la facture part directement sans action manuelle. Mais il peut effectivement avoir des cas, et on va justement pouvoir voir ces cas-là où il faut une action manuelle de l'ADV, puisque il peut avoir il peut avoir des avertissements ou des erreurs. Donc pour ceci, je vais aller sur mon tableau de bord, effectivement, en tant qu'ADV, et je vois ici que j'ai 7 factures qui sont à valider. J'ai 12 factures en erreur. Donc, ces 12 factures en erreur, effectivement, j'ai le statut détaillé. Donc, c'est pourquoi, en fait, elles ont pu être envoyées, mais elles n'ont pas pu finir leur flux. Et donc, je vais avoir le statut de pourquoi elles n'ont pas fini leur flux. Je reprends, pardon, excuse-moi, Patricia. Je reprends ce que tu présentais dans le slide où tu parlais du découpage, etc., de tous les éléments certainement que tu vas remontrer. Mais là, il faut bien avoir en tête, je dirais, les 3 principales étapes qui se trouvent être celles de Invoice Delivery. Nous avons reçu du système d'information les factures à émettre. Nous les avons découpées pour les préparer. Nous les avons ensuite générées. Et ensuite, en fonction du client, nous avons enfin procédé à l'envoi. En tout cas, à la tentative d'envoi, si je me réfère à ces 19 factures ici, nous avons tenté de les envoyer, mais pour une raison soit technique, soit métier, ces factures n'ont pas pu être émises. Et là, c'est vrai que on le voit tout de suite dans le tableau de bord, il n'y a pas besoin même d'aller dans la vue pour... là, typiquement, le cas d'erreur principal qui pourrait arriver lorsqu'on parle de factures émises par email, PDF attaché dans un email, tout simplement, c'est que l'adresse de messagerie du client ne soit plus valable, n'existe plus, est changée,
Voilà, on peut prendre plein de bonnes raisons. C'est-à-dire que le système est capable de gérer ce qu'on appelle le bounce back, qui permet de recevoir de la part du système de messagerie du client les messages d'erreur et les raisons pour lesquelles la boîte est pleine, le destinataire n'existe plus ou a été changé. Voilà. Donc c'est un système qui est très interactif et là on est vraiment dans la dernière étape, donc le résultat de la dernière étape qui est l'envoi de la facture client. Mais en amont, effectivement, on a eu le découpage, puis la préparation et la génération des factures qui ont eu lieu et qui ont fait l'objet de vérifications. Ça, je te laisse continuer, Patricia, Ouais. sur le déroulé. Et justement, sur le découpage, etc., soit effectivement, on peut soumettre un lot de factures via l'interface, soit on peut le faire aussi via SFTP, via EDI, pour pouvoir envoyer ces factures à Esquire. Et ici, à droite, vous pouvez voir aussi la conversation. Donc, vous pouvez démarrer une conversation avec vos clients, donc ce qui fluidifie aussi les échanges et évite les envois de mails. Et donc ici, je vais rentrer dans mes factures à valider. Donc, on attend une action manuelle de l'ADV. Je vais tout de suite avoir les informations sur le statut détaillé sans devoir rentrer dans chaque facture. Donc, on voit les messages qui fait que pour l'envoi, ça n'a pas pu être envoyé manuellement, enfin automatiquement, et je dois faire une action. Je peux voir la facture directement comme ceci. Et donc là, effectivement, je vais rentrer dans une pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Quand je rentre dans ma facture, j'arrive tout de suite sur l'encadré rouge qui me dit où est le problème. Donc ici, visiblement, ce client-là n'a pas de numéro de TVA. Or, c'est une facture qui a été envoyée avec le SDI, donc côté Italie, et effectivement, c'est un champ obligatoire pour l'envoi de la facture. Donc ici, je vais avoir plusieurs possibilités d'action. Soit l'ADV peut modifier, enfin rajouter le numéro de TVA intracom et l'envoyer, l'approuver, il l'approuve et elle part. Soit on décide qu'effectivement, c'est le RP qui est maître et à ce moment-là, je rejette ma facture et le RP renvoie la facture avec les bonnes données. Donc ça, après, ça va dépendre de ça va dépendre de vos choix en fait, de paramétrage effectivement au niveau de ça. Tout à fait. Là, en l'occurrence, ici, dans le cas d'exemple, le numéro de TVA dont il s'agit, c'est celui du payeur. Là, on est dans un cas tu le disais, Patricia, du SDI italien. Là, on a un tiers payeur et le tiers payeur n'est pas identifiable. Donc là, on a une possibilité de pouvoir, comme tu le disais, justement, corriger manuellement ou, et c'est vraiment là, j'insiste sur ce point particulier parce qu'il est vraiment très important, en fonction de vos process en place. On peut tout à fait comprendre, et c'est le cas chez de très nombreux clients, qu'il n'est pas possible de pouvoir modifier directement une facture comme ça sur un élément déterminant, on va dire constituant de la facture. En l'occurrence, est-ce que le tiers payeur, l'identification du tiers payeur dans le cas du SDI italien est un élément discriminant dans le cas de votre ERP? Je n'en sais rien. Chez certains de nos clients, c'est le cas. Chez d'autres, non. Il est évident que si on parlait du montant hors taxe, il n'est pas question de venir modifier le montant hors taxe ici. L'ERP doit être maître. Là en l'occurrence, on a mangé un numéro de chrono. La piste d'audit fiable et la piste d'audit fiable, on ne revient pas dessus. Et l'ERP se doit de, effectivement, corriger l'information, identifier le numéro de chrono final et de réexpédier la facture à Invoice Delivery. Donc, vos process vont forcément avoir un impact sur le que puis-je corriger dans SKR ou pas. C'est vraiment très important ici. Et donc, effectivement, j'ai pas mal de détails. Et ici, je vois mon mode d'envoi pour ce client-là, donc qui est par EDI. Mais effectivement, si j'ai des besoins de modifier des choses sur la fiche client, je peux le modifier directement ici pour cette facture-là, ou alors aller sur l'identifiant du client. Et donc là, j'arrive dans la fiche client. Donc là, j'ai beaucoup d'informations. Alors moi, parce que dans mon environnement de démo aussi, j'ai tous les modules AR qui sont connectés. Donc du coup, j'ai quand même beaucoup d'informations. Tu veux que j'en dise un petit mot rapidement Ouais. pour juste voilà.
En fait, on va utiliser le menu qui se trouve à gauche de l'écran pour vous présenter non pas tous les modules, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais tout ce qui constitue finalement l'environnement qu'on appelle, nous, Invoice to Cash. Invoice Delivery, c'est la brique principale, c'est le module qui vous permet de gérer et d'expédier vos factures et d'en assurer le suivi. Ça, c'est ce que Patricia est en train de vous présenter. Et autour de cet outil, vous avez un ensemble de modules qui viennent conforter le suivi du crédit, typiquement, des limites de crédit, vraiment de la notion de capacité au sens client, vérification du scoring client, gestion du cash. Et bien entendu, en amont, vous pourriez aussi confier votre gestion de commandes entrantes à un module Esquerre. Et en aval, vous avez tout ce qui est cash collections, recouvrement, qui viennent compléter le dispositif et qui viennent, autour du module facture client, former le cycle complet invoice to cash, voire order to cash, si on le prend de bout en bout. Donc c'est ça un petit peu qui tourne autour. Et là, vous avez Claims and Deductions aussi qui vient le compléter, les avis de paiement, la recollection, le lettrage, tous ces éléments-là qui viennent en appui et en complément de cette offre. Là, aujourd'hui, on se consacre à facture client et c'est déjà un gros morceau. C'est sûr. Et effectivement, c'est pour venir dans mes préférences. Et là, j'arrive sur ma fiche client. Et c'est ici que je vais pouvoir modifier des informations du client, typiquement la diffusion, le choix de la diffusion des factures et le système de transmission. Et ici, effectivement, je vois tous les systèmes de transmission qu'aujourd'hui Esquerre sait faire et sait se connecter. Tout ce qui est PayPal, différents pays, Basware, etc., CGDIM. Et donc, effectivement, à la fin, nous avons la facture électronique qui nous intéresse. Eric, est-ce que tu as d'autres choses à dire là-dessus ou effectivement, je peux passer après sur le tableau de bord des factures électroniques? Non, je te laisse continuer. Notez simplement l'importance que PayPal revêt dans cette liste. On y reviendra un petit peu plus tard, puisque dans le cas de la facturation électronique France, ça va avoir un intérêt, une importance, une grande importance. Je te laisse continuer. Et donc, je vais venir dans mon tableau de bord maintenant, facture électronique, que vous aurez demain. Donc, ça ressemble à ceci. Et donc là, on voit plusieurs choses. On voit les factures qui ont été envoyées, celles qui ont besoin d'être validées, qu'on a pu voir tout à l'heure. Le suivi, l'état d'envoi à la PDP, donc ce qui a été émis et reçu à la PDP, et l'état de traitement sur la PDP de l'acheteur, c'est-à-dire effectivement de l'autre côté, où en sont mes factures et dans quel statut elles en sont. Donc, on voit qu'on en a une approuvée, une refusée, 7 mises à disposition. C'est là la particularité de la solution Esquerre, hein, c'est que, et vous le savez, et Patricia va y revenir, les factures fournisseurs est un module que vous connaissez. Nous nous positionnons avec cette solution sur la partie facture client, mais en complément de ces solutions métiers, on vient, et Esquerre est un des acteurs qui aujourd'hui propose une PDP en émission et en réception. C'est la raison pour laquelle, effectivement, vous avez l'intégralité de ces statuts, les statuts du cycle de vie qui sont aujourd'hui présentés. Tout à fait. Et du coup, effectivement, je suis allée cliquer sur celle qui a été refusée pour voir un peu à quoi cela ressemble. Et donc, on voit effectivement les notifications, donc l'état détaillé de la facture. Et surtout, ce qui m'intéresse aussi, c'est si j'affiche les détails, je peux voir effectivement que ma facture a été refusée avec le pourquoi, la description. Donc là, effectivement, je l'ai refusée parce que c'était un doublon. Et donc, j'ai quand même aussi une description et toutes les notifications. Donc, ça permet d'avoir tout le flux et le suivi des factures. Donc là, on s'est vraiment mis dans le cas d'un refus métier.
où le client final a jugé que cette facture présentait un duplicata et qu'il n'avait pas à l'accepter en tant que tel, et donc il l'a refusé pour raison métier, ce n'est pas un rejet technique, et il nous fait savoir. Alors effectivement, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi on a pu envoyer un doublon, ça c'est encore autre chose, mais on est dans un cadre de démo, et c'est la raison pour laquelle on se retrouve dans cet élément-là. Tu peux peut-être, si tu veux bien, cliquer sur le à valider. Il présente, je pense, un intérêt Ah oui, à valider, ouais, tout à fait. sur ton compteur à valider, voilà, Ouais. pour présenter un cas, justement, si là on se positionne dans ce qui va arriver demain, l'expédition d'une facture chez vous, en conformité avec la réglementation de la facturation électronique française, et le fait que l'outil procède aux vérifications nécessaires. Celle-ci? Ouais, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Effectivement, normalement, je devrais avoir les informations en haut, il me semble. Oui, tout à fait. Ouais. On va y revenir. C'est pas... Ouais. je te laisse dérouler. Et donc là, justement, bah, pour l'exemple, je vais soumettre un lot de factures, donc une facture, donc en format du coup, en format XML. Donc je l'envoie comme ceci, hein, je dépose le document. Hop. Ça prend un petit peu de temps. Donc là, j'approuve ma facture. Ouais, donc là, on voit que l'outil, non, c'est pas grave, on voit que l'outil a détecté automatiquement le format dans lequel cette facture a été émise. Donc là, c'est l'un des trois formats du socle, c'est le format UBL. Ça aurait pu être un facture X ou un C2I. Mais on ajoute, et je pense que tu voulais en parler peut-être, c'est l'Edifact, tu l'as mentionné tout à l'heure. Oui. Nous avons ajouté aux trois formats du socle la capacité de traiter de l'Edifact entrant natif pour pouvoir vous permettre de ne pas remettre en cause un format qui quand même est aujourd'hui très présent sur le marché et qui vous permettrait de pouvoir continuer à émettre vos flux EDI de manière assez classique. Et donc là, on voit effectivement, elle va passer dans les compteurs, hein, donc on voit que là, ma facture, elle est en cours de traitement. Et si j'actualise, ça va prendre un petit peu de temps, mais on va la voir passer dans tous les compteurs. Si pas d'erreur. Si, aucune erreur, Tout à fait. effectivement. Et ensuite, nous irons côté fournisseur, justement, pour vous montrer de l'autre côté les factures mises à disposition quand elles arrivent côté fournisseur. À la limite, je pense que tu peux peut-être justement montrer le résultat côté facture fournisseur pour que. Ouais. Là, on a vu là, donc là, il y a eu l'étape de découpage, le traitement est en cours, elle va passer par l'intégralité de tous les statuts mis à disposition côté PDP émettrice, puis côté PDP réceptrice, elle va être reçue par le système du client, et ensuite elle va, en fonction du système du client, tomber dans facture fournisseur. On va imaginer que ce client-là a Esker aussi côté AP, et on va pouvoir voir comment ces éléments-là sont présentés au comptable. Donc là, tu t'es connecté en tant que comptable? Tout à fait. Et donc, je me suis connectée en tant que comptable et vous avez un nouveau tableau de bord qui apparaîtra. Parce que celui-là que vous connaissez pour la plupart, c'est le tableau de bord comptable standard, qui est celui-ci. Ouais. Et donc, demain, effectivement, j'aurai celui de la facture électronique. C'est ça. Alors, ce qui est à noter, hein, parce que là, vous connaissez, c'est un système que vous connaissez mieux, à noter que Esker a mis en place ce qu'il faut, justement nativement, pour que ces factures au format électronique ne viennent pas complètement se mélanger aux factures que vous traitez classiquement. Il y a un nouveau canal d'entrée qui lui est dédié pour pouvoir isoler et identifier ces factures. Et on peut parfaitement imaginer que dans une équipe comptable, des bannettes
soient mises à disposition pour que, d'un côté, on puisse traiter le flux électronique et d'un autre côté, le flux qui restera malheureusement au format PDF via email pour les flux non domestiques, par exemple. Donc, on va avoir ce genre de capacité pour les isoler, les reconnaître et les traiter de manière très simple. Donc, je te laisse en ouvrir une pour Ouais, montrer à l'audience à quoi ça ressemble et surtout comment elles sont présentées. Parce que c'est là le grand intérêt quand même de tout à, cette réforme. tout à fait. Et c'est ce qui va vous parler le plus, effectivement. Donc là, toujours le message, hein, doublon détecté, hein. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, tout à fait. Et donc on arrive là. Donc vous allez avoir des nouveaux champs que vous connaissez pas encore, donc par rapport effectivement à la facture électronique, l'état de la conformité, et cetera. Le reste du formulaire reste celui que vous connaissez, donc avec vos lignes de poste Ouais, sauf et que vos là, workflows. les lignes, elles ont été directement lues. Tout Et à c'est fait. là le grand intérêt de cette réforme, c'est que les lignes vont être reconnues à partir du document, puisque dans le format dit cible, donc 2027, les lignes de poste font partie des éléments exigibles et ça va vous permettre de pouvoir directement, et là on les a vus apparaître rapidement, hein, on a vu apparaître de la D3E, des remises à la ligne. Ces éléments-là font partie des éléments exigibles. Donc là, finalement, le travail, c'est un travail de comptable. C'est comment est-ce que je vais comptabiliser ces éléments-là chez moi pour pouvoir traiter ces informations. Mais le reste, je te laisse continuer. Ouais. Et du coup, effectivement, donc le fichier qui est arrivé est un XML. Pour autant, Esker est en capacité de créer un PDF, lisible pour justement les comptables, parce que ça serait trop compliqué au niveau compréhension. Donc, effectivement, le PDF est créé par Esker et l'XML aussi a été retravaillé pour qu'il soit lisible en forme de tableau. Et donc là, quand je viens sur mes champs, effectivement, je vois exactement où a été chercher l'information au niveau des balises, qu'est-ce qui a été récupéré d'Esker. Et donc là est tout l'intérêt, c'est-à-dire que c'est plus une recherche OCR et une réconciliation, une extraction par rapport au document, mais c'est vraiment de la lecture sur l'XML et donc du coup qui est juste et qui ne peut pas être modifiable et qui vient être directement cherché au niveau du XML. Et donc, pour le coup, le comptable, effectivement, il va vérifier les informations, les contrôler, et ça va lui faire un gain de temps énorme sur l'opérationnel. Donc là, on pourra imaginer qu'à terme, si cette facture, ce fournisseur est déjà connu et qu'il a déjà été traité, la mémoire du schéma comptable se met en route. Et là, pour le coup, on se propose à terme de pouvoir avoir une facture qui est complète, Oui, présentée au comptable et qui ne nécessitera toujours une vérification. Hein. La facturation électronique ne veut pas dire plus personne ne voit rien, surtout quand on parle de facturation fournisseur. On fait attention à comment on le présente, mais là, on est sur une vraie vérification, un vrai travail de comptabilité et non pas un travail de je vais chercher l'information, comme aujourd'hui on peut le faire avec un PDF natif. Là, les champs sont mappés, hein, tout simplement. Ce qui est à gauche trouve une place à droite. Et c'est aussi là l'intérêt de cette réforme, c'est qu'on va voir apparaître des informations qui, jusqu'alors, n'étaient pas forcément des informations obligatoires. Je vais prendre un exemple sur les charges constatées d'avance. Les dates de début et dates de fin de période n'étaient pas des éléments, on va dire, pris en compte de fait, mais là, ils ce sont sont pris. des éléments qui sont obligatoires et qui, en fonction du cas d'usage, vont nous permettre de pouvoir gérer les CCA nativement, puisque ces deux informations font partie du format et de la sémantique qui nous est demandé de respecter pour la facturation électronique française. Complètement. C'est un exemple, hein, mais on pourra en prendre d'autres. Ah, mais c'est un bon exemple, je pense, pour les comptables, en tout cas. Mm. Je pense que j'ai terminé au niveau de la démo et je vais te laisser reprendre la main, Eric, justement, pour peut-être parler un peu plus De la réforme en spécificité de la elle-même, réforme. Ouais, très bien. je pense, s'intéresse Je vais beaucoup de monde partager. aussi.
Je vais partager mon écran, me mettre directement sur l'élément qui nous intéresse. On pourra bien sûr prendre des questions, hein, c'est l'objectif derrière. Je vais partager mon écran. Patricia, tu me confirmes que tu vois mon écran? Tout à fait. Ok. Donc, voilà, donc je vais être très rapide sur certains sujets parce que ce sont, je pense, des points que vous avez déjà eus en information et si ce n'est pas le cas, on sera très heureux de pouvoir y répondre. La première chose, c'est donc cette réforme, c'est une réforme qu'on appelait avec une réforme en Y, un schéma en Y qui a été renommé il y a peu de temps en modèle en 5 coins. Alors pourquoi 5 coins? C'est que et vous l'avez compris, depuis la fin de l'année dernière, les PDP sont devenus des éléments obligatoires. Pour pouvoir émettre une facture et pour pouvoir recevoir une facture en 2026 et en 2027, il ne sera pas possible de s'adresser directement à ce qu'on appelait avant le PPF, donc le portail public de facturation, qui est devenu et qui a été renommé concentrateur des données, et qui aujourd'hui, suivant, et je vais revenir, les dernières informations du gouvernement, va avoir un rôle beaucoup moins important que celui qu'il devait avoir initialement. Initialement, on pouvait imaginer qu'une entreprise, parce qu'elle avait très peu de factures à émettre ou très peu de factures à recevoir, pouvait se connecter au concentrateur des données et balancer un document qui serait océrisé, archivé et expédié par le PPF. Ça n'est plus le cas, ça n'est plus possible. Il est obligatoire de passer par une PDP en émission, une PDP en réception, pour pouvoir assurer la réforme de la facturation électronique en France. C'est là que forcément on intervient et que par l'intermédiaire des solutions métiers que sont Invoice Delivery d'un côté et facture fournisseur de l'autre, enfin facture client et facture fournisseur, eh bien, la remise en relation avec la PDP se fait. Et donc, c'est pour ça qu'on parle vraiment de ce modèle en 5 points. Hein. On a les entreprises émetteurs, émettrices et réceptrices, leur PDP, le flux entre les PDP qui est un flux, on va dire, le plus transparent possible. Et c'est justement le travail des PDP, c'est de se mettre en interopérabilité. Et c'est surtout la responsabilité des PDP d'émettre auprès du concentrateur des données les flux de e-invoicing et de e-reporting, donc les transactions domestiques liées à la TVA, ça c'est le e-invoicing, et toutes les données de transactions ou de paiement hors périmètre domestique, ça c'est le e-reporting. Et donc d'émettre ça en votre nom, donc c'est une responsabilité qui est portée par les PDP, hein, en votre nom auprès du concentrateur des données pour que ce concentrateur, c'est bien son nom, hein, concentre les informations et vous prépare la déclaration de TVA, puisque c'est l'objectif à terme, c'est de pré-remplir la déclaration de TVA au fur et à mesure des informations. Voilà. Je ne reviens pas là-dessus, c'est un élément qui est connu. Je ne vais pas non plus m'apesantir trop sur le cycle de vie. Patricia l'a très bien montré dans le tableau de bord en émission, mais il y a des statuts qui sont obligatoires, d'autres qui sont recommandés et enfin ceux qui sont facultatifs. Chez Esker, nous avons choisi, côté émission et côté réception, de tous les gérer. Voilà. Donc comme ça, au moins vous êtes tranquille en fonction des capacités qu'auront vos fournisseurs et ou vos clients, eh bien on sera en mesure, nous, de pouvoir très clairement prendre en charge tous ces statuts dans le cadre du cycle de vie. L'annuaire central, je vais y revenir dans quelques instants. Il est important, l'adressage, mais je vais y revenir en vous donnant les dernières actualités. Je pense que c'est le plus important. Le e-reporting, j'en ai rapidement parlé. C'est la notion de transaction avec la fréquence. Hein. Alors là, vous avez les décades, les fameuses décades qui vont faire l'objet des remontées d'informations auprès du concentrateur de données. Voilà. Je vais peut-être revenir sur certains points, mais au travers des prochaines étapes, parce qu'il est important pour nous, avec Patricia aujourd'hui, de vous donner des actualités récentes. Donc là, je suis en train
On va partager là des informations qui datent du 18 décembre dernier. Il y a eu des nouvelles spécifications. Vous avez le lien de téléchargement ici. Et ces spécifications qui sont dans leur version 3, 3.0, vous allez, en les lisant, vous apercevoir qu'il s'agit des spécifications du concentrateur de données. Là, la DGFiP, la IFE, se consacre uniquement dans ses specs à déclarer comment fonctionnera le futur concentrateur et le futur annuaire. Il n'est plus question dans ces spécifications de comment les PDP doivent gérer les cas d'usage, les formats, le cycle de vie, etc. Pourquoi? C'est lié ici à la prochaine slide. C'est que cet élément-là a été délégué à une commission AFNOR qui s'est mise en place en janvier 2025 pour pouvoir finaliser ce que vous avez certainement lu jusqu'en juillet dernier dans le cadre des spécifications externes. Donc tout ce qui est format, on en a parlé, C2I, FactureX, UBL et DIFACT pour nous. Le cycle de vie avec les fameux statuts et les cas d'usage. On n'en a pas parlé là aujourd'hui, mais on pourrait en parler. On pourrait parler des factures d'acompte, on pourrait parler des cartes logées, on pourrait parler de tous ces fameux cas d'usage. Laisser jusqu'en juillet dernier transparaître encore des manquements, des oublis, voire carrément des trous dans la raquette. Cette commission AFNOR, dont Esker fait partie, avec la FNFE, il n'y a pas que Esker, il y a énormément d'acteurs dans cette commission, a pour objectif de finaliser ce socle et de rendre fonctionnel et complet ces normes. Pas de remise en cause de l'existant. Donc ça, j'insiste là-dessus. On va revenir sur les prochaines étapes et l'importance de ne pas attendre. Ce qui a été dit jusqu'à maintenant n'est pas remis en cause. Donc, si on avait le cas d'usage numéro, je dis n'importe quoi, 19B qui traitait des factures d'acompte, ce cas reste valable. Mais il pourrait y en avoir d'autres. Aujourd'hui, on sait très bien, si vous avez des réseaux de franchisés, si vous avez des factures de situation de travaux, vous ne pouvez pas trouver les cas d'usage correspondants. Ça n'existe pas. Donc, il y a encore des manquements. Il faut et c'est l'objectif de cette commission, c'est de pouvoir valider ces manques, les compléter et avoir une documentation complète. Le terme AFNOR peut faire peur. Derrière AFNOR, on entend beaucoup de détails, tatillons, pointilleux. Ce n'est pas le cas. Ça avance et ça avance bien. Les commissions sont réelles et les travaux sont déjà en cours. Encore plus important, lors de la commission du 13 décembre dernier, donc avec la FNFE, la DGFiP et la IFE, pendant une demi-heure, on a entendu parler anglais. C'était la première fois. Ça a surpris beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que Bruxelles était là. Et il faut le savoir, tous ces travaux se font en coordination avec la norme VIDA, qui est de la coordination européenne. Et très clairement, VIDA ayant été adopté là encore en décembre, il y a une coordination qui est opérationnelle. Donc, ce que fait la France se fait aussi dans le cadre européen. D'accord? Il n'y a pas de crainte à avoir encore d'une distorsion entre ce que fait la France et ce que pourrait prodiguer l'Europe à terme. Chorus Pro, on l'a vu rapidement dans les exemples que Patricia a montrés. Aujourd'hui, Invoice Delivery, depuis 2017, il sait s'adresser à Chorus Pro, à la plateforme gouvernementale française. Pas de remise en cause. Le Chorus Pro, la plateforme Chorus Pro reste et restera, et elle va même devenir une PDP réceptrice supplémentaire dans le dispositif. Donc ce que vous faites aujourd'hui, vous pourrez continuer à le faire de la même manière. Et le dernier point, je l'ai mis en encadré jaune ici. Vous avez vu apparaître PayPal dans pas mal de pays. Eh bien, en fait, la France a décidé de pouvoir suivre ce modèle d'interopérabilité. Donc là, pour le coup, on parle d'un schéma d'interopérabilité. Si je reviens rapidement sur mon schéma en Y, pour pouvoir assurer l'interopérabilité entre les PDP, il faut aussi pouvoir s'assurer de quelque chose de simple.
Et là, PayPal joue un rôle important puisqu'il va pouvoir nous garantir de fonctionner en interopérabilité avec les autres PDP en respectant bien sûr les schémas du socle. Et là, vous, en tant que client, utilisateur, la seule chose dont vous devez vous préoccuper, ce sont les factures, pas la manière dont c'est envoyé, reçu, traité, pas traité, etc. Ça, c'est le rôle des PDP. Très rapidement, le futur calendrier, ça va très vite. Et c'est là où je voulais, ou avec Patricia, on voulait insister de nouveau. C'est en marche. J'ai l'habitude de parler de pole position sur un démarrage de F1 où il y a je ne sais plus combien de feux qui passent du rouge au vert. Là, en l'occurrence, à fin avril et à fin octobre, les 2 derniers feux seront passés du rouge au vert. Fin avril, pourquoi? Parce que toutes les PDP seront en mesure d'être connectées, enfin seront connectées à l'annuaire central. Je vais en dire 2-3 mots. L'annuaire central, c'est simplement la capacité de pouvoir adresser correctement une facture au bon destinataire. Mais c'est aussi, quand vous êtes récepteur d'une facture, de vous identifier de la bonne manière pour pouvoir recevoir correctement les factures de vos fournisseurs. Cet annuaire qui prend sa racine dans l'existence de Chorus Pro, avec 4 niveaux de maillage, sirène, sirette, code, service et suffixe potentiel. Donc demain, je vais pouvoir envoyer une facture à Esquire France sur le site de Lyon, à l'établissement de Lyon, au service comptable, voire éventuellement au service comptable qui s'occupe des grandes entreprises. Ça, c'est la réalité de demain de l'adressage. Cet annuaire, il a une existence, il est déjà en train d'être bêta-testé, et fin avril, toutes les BTP y seront connectées. Octobre, mise à disposition du fameux concentrateur en mode qualité, en CAL, en environnement de test. Pourquoi? Parce que les PDP, et malgré ce que je lis, il faut toujours faire attention à LinkedIn, Facebook, voire TikTok aujourd'hui, aucune PDP n'est immatriculée. Toutes les PDP, les 84, sont immatriculées provisoirement en attente d'être connectées au concentrateur pour finaliser leur test et ensuite pouvoir être auditées. Ça, c'est la réalité. Donc, Esquire comme les autres, dans le même cas, on attend octobre pour pouvoir se connecter à l'environnement du concentrateur du gouvernement et mener en place nos tests afin d'être immatriculés définitivement. Et ensuite, et vous le voyez, avant même le 1er septembre, à partir du 9 février, toute entreprise voulant, sur la base de la candidature spontanée, il n'y a pas de dossier à remplir, voulant et pouvant émettre et ou recevoir des factures au format électronique pourra le faire. Mais pour pouvoir le faire, il faut être prêt. Et pour être prêt, alors je ne reviens pas sur l'immatriculation d'Esquire, voilà, c'est le cas. Nous avons choisi notre auditeur, c'est InfoCert, et nous sommes, comme tous nos petits camarades, en voie d'être immatriculés définitivement et ensuite audités pour pouvoir conforter cette immatriculation. J'en arrive rapidement à ça. Le message qu'on a avec Patricia aujourd'hui, c'est le fait qu'il ne faut pas attendre. Patricia l'a déjà dit, on le sait très bien, septembre 2026, ça va être l'enfer. Et on va tous forcément avoir beaucoup de travail. Et pour pouvoir anticiper ce travail, notre message, c'est de dire affranchissez-vous du cadre de la réforme et de ses dates. Vous avez la possibilité de pouvoir tout de suite mettre en œuvre, au-delà de facture fournisseur, facture client, pour pouvoir mettre en place d'ores et déjà un flux classique. PDF par email, Edifact classique, EDI classique, peu importe. L'objectif, c'est de pouvoir déjà compter sur un système en émission et en réception fonctionnel. Et en même temps, ça c'est le numéro 2 en fait, et en même temps et de manière parallèle, faites-vous accompagner pour pouvoir mener à bien tous les travaux qui sont obligatoires et nécessaires pour correctement aborder cette réforme.
Dans quel cas d'usage vous trouvez-vous en émission et ou en réception? Quel impact cela a-t-il sur vos process liés à la TVA? Votre référentiel client et fournisseur est-il à jour? Est-ce que la piste d'audit fiable se doit être revue? Là, il y a un accompagnement conseil. Je ne suis pas fiscaliste. Avec Patricia, nous sommes deux malheureux comptables. On a quelques notions, mais ces notions-là, elles se doivent d'être renforcées parce que ces travaux sont longs. Bien entendu, nous travaillons avec des fiscalistes, on travaille avec des cabinets conseils, on travaille avec un réseau d'intégrateurs, mais il ne faut pas attendre. Et nous pensons que le fait d'anticiper cette réforme afin d'être prêt, et là je reviens maintenant sur mon slide qui est ici, 9 février. 9 février, si vous avez un client qui est lui-même prêt à recevoir de la facturation électronique, ou si en tant que client, vous avez des fournisseurs qui vous proposent de passer à la facturation électronique, et je peux vous dire que les grands comptes, on en a quelques-uns, sont déjà en train de mener ces travaux. N'attendez pas. C'est un choix que vous allez pouvoir faire unité par unité, fournisseur par fournisseur, client par client, en fonction de votre volumétrie, en fonction. Faites un Pareto de vos fournisseurs et de vos clients. Et de mener ces travaux en amont, sans attendre, et de mettre en place des systèmes opérationnels en émission comme en réception, le tour de clé finalement pour passer à la facturation électronique, Patricia l'a montré, à un moment donné, vous passez de PDF par email à facturation électronique française. Finalement, ça n'est qu'un paramétrage. Alors, bien entendu, je grossis le trait exprès, mais notre message aujourd'hui, c'est vraiment un message d'affranchissement des dates et de ne pas attendre septembre 2026 et encore moins 2027 pour pouvoir effectivement passer à ces schémas-là. Aujourd'hui, les messages que nous recevons du gouvernement et de la IFE sont suffisamment stables pour se dire, non, pour encore on va dire le réseau TikTok qui croirait à une remise en cause complète, voire une annulation de cette réforme, non. Ça, c'est certain. Et les signaux sont très au vert. Et plus on avance dans le temps, plus ces signaux sont au vert. Donc, il y a vraiment un intérêt à anticiper ces éléments-là et à envisager, voilà, je vais m'arrêter sur ces deux premières étapes, envisager ces deux premières étapes de manière parallèle pour pouvoir être accompagné dans de bons délais avec les bonnes personnes et les bons acteurs internes et externes sur ces étapes. Les étapes 3 et 4, à partir de février et bien sûr septembre, pour pouvoir être vraiment complètement dans le cadre de cette réforme. J'y ajoute forcément l'aspect international. La France, c'est bien, il n'y a pas que la France. Et aujourd'hui, les facturations électroniques avancent dans tous les pays. Voilà ce que nous avions à vous partager avec Patricia. Très rapidement, 1 heure, c'est court. Et c'est vrai que s'il y a des questions, après, je pense qu'on peut en prendre quelques-unes pour voir si vous avez des éléments, des détails à demander. J'arrête le partage de mon écran pour revenir. Je ne sais pas si Patricia ou Marine, vous souhaitez... Marine, du coup, visiblement pas de questions dans le petit. Ouais, je vois pas de questions-réponses pour Ouais. le moment. Mais du coup, si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas, d'autant que je vais vous renvoyer par mail le lien avec le replay d'ici demain ou aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à rebondir dessus et à contacter notre équipe commerce si vous en avez besoin. Allez, une question. Oui, bonjour. Merci. J'ai juste une petite question sur la partie B2C. J'ai pas trop en fait compris comment ça allait fonctionner sur la partie. C'est ça, il faut envoyer un e-reporting. C'est ça. Mais est-ce que ça implique de déverser aussi toutes ces factures B2C sur la plateforme Esker? Non, pas forcément. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de le faire et si effectivement 100% de votre flux
y compris votre flux B2C, passe par la plateforme Esker, à ce moment-là, le reporting devient un élément quasi instantané. Mais vous avez aussi la possibilité de n'utiliser Esker que sur votre facturation B2B qui nécessite un vrai flux électronique. Et à ce moment-là, les solutions Esker sont en mesure de recevoir de votre système d'information, par exemple, on pourrait imaginer un système de caisse, un flux B2C selon, alors c'est le flux numéro 10, hein, donc suivant le schéma du flux numéro 10 tel que le gouvernement nous demande de le recevoir. Donc c'est un flux XML. Et aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus de systèmes de caisse se mettent eux aussi dans le cadre de cette réforme et seront en mesure ou sont déjà en mesure d'envoyer un flux numéro 10, au format numéro 10, pardon, à la PDP pour qu'elle l'agrège au flux B2B. D'accord, ok. Et ce flux XML, est-ce que ça peut être plusieurs flux ça, je prends le cas en fait d'une société multicanal où effectivement on peut avoir des flux qui proviennent du caisse, mais aussi Oui, par exemple d'un site internet. Est-ce qu'on site peut web. éventuellement avoir un flux deux flux XML pour la partie caisse et la partie on va dire site internet, ou il faut toujours qu'on consolide et qu'il y a un seul flux XML par Non, société? non. En l'occurrence, le maillage du flux 10, c'est alors je vais dissocier le site web parce que le site web, c'est encore une question qu'on a posée à la FNFE qui est encore en instance. Donc, on part du principe que le site web devrait suivre la même logique que les systèmes de caisse. Mais pour les D'accord. systèmes de caisse, c'est le ticket Z, donc en l'occurrence par établissement, par journée, et vous n'avez aucune obligation de le faire par caisse. Ok. Donc en gros, on pourrait imaginer que le site web suive la même logique et que vous envoyez tous les jours finalement l'équivalent du ticket Z d'un site web à la PDP et la PDP se doit de faire l'agrégation. En tout cas, D'accord. Esker, si je parle de la PDP Esker, vous n'avez pas l'obligation de faire l'agrégation vous-même. Vous pouvez nous envoyer les flux 10 en série et on en fera l'agrégation et vous aurez bien sûr la main pour voir le résultat de l'agrégat avant envoi. D'accord. Donc en fait, on peut imaginer un flux XML tous les jours avec ouais, ok, ça marche. Tout à fait. Ben, là, en l'occurrence, pour l'avoir mis en place, enfin pour le mettre en place avec un acteur un matériau qui n'est pas jaune en France, eh bien, c'est le cas. Et d'ailleurs, j'en profite. Un des cas qui avait posé problème, c'est typiquement le client qui vous commande sur le site e-commerce et qui se présente au comptoir. Ok. Et qui, sur le site e-commerce, s'était déclaré particulier et qui finalement vient au comptoir parce que c'est une entreprise. Ok. Voilà, typiquement, voilà. Quand je parlais de cas qui sont encore c'est pas tout à fait sec parce qu'on ne sait pas encore comment on doit le traiter en termes de process, mais qui doit faire partie de vos process internes. Quand je parlais de cartographie des process, c'est exactement de ça dont je parlais. Eh bien, on avait localisé ce point. Ouais, ok. Mais pour revenir sur votre question, l'agrégation n'est pas un problème, en tout cas pas chez Esker. Ok. Parce qu'effectivement, si on a un client B2B qui se présente en caisse, donc sur le coup, il n'y a pas de facture, mais qu'un ticket, là, sur le coup, on fait comment Alors, le B2B en caisse se doit Ouais. de générer un flux de facturation invoicing. X-Voicing. Ouais, d'accord. Donc il n'est pas dans le flux 10, mais il est bien Ah, dans un flux B2B. tout à fait. Ok. Il est bien dans un flux B2B. Et c'est ce qui va poser problème, hein. On le sait très bien, en vente en comptoir ou en site e-commerce, c'est l'identification du tiers. Ok. Ça marche. Ok, bah bah, très bien. Merci beaucoup. Enfin, c'est tout pour moi. Super. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Alors là, vous voyez, là, je suis sorti, j'ai pris une casquette qui n'est pas la mienne, hein. Ouais. Mais bon, celui-là, on l'a traité, donc c'est pour ça que mais voilà, c'est exactement le très bon exemple de la raison pour laquelle les travaux d'identification des cas d'usage, des process doivent être faits en amont pour justement savoir dans quel cas vous vous trouvez et qu'éventuellement vos services fiscaux, enfin vos services de fiscalistes internes, voire un cabinet conseil puissent vous accompagner sur ces sujets-là. C'est exactement le bon cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, visiblement. Non? Eh bien, je te laisse le mot de la main, Patricia. La fin, Oui. Patricia. Je te laisse la main et le mot de la fin. Eh ben, merci à tous, en tout cas, pour votre temps. Et puis, espérons qu'on se voit bientôt hein, pour mettre tout ça en place, surtout. Et Merci 36. beaucoup. Excellente fin de journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au Merci, revoir. au revoir. Merci, bonne journée. Merci.